Il y a un bout du plafond qui s'effondre, je passe en dessous et je cours pour commencer à sortir les résidents. Sans réfléchir, je le fais vraiment en passant chambre par chambre. Et AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, avec une émission ce matin que nous dédions à toutes les veilleuses. Je reçois une héroïne ce matin, elle s'appelle Halima Lamali, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'aide-soignante qui a sauvé la vie de 11 personnes en seulement 7 minutes. D'ailleurs, pour cet acte de bravoure, vous avez été décorée de la médaille du courage et du dévouement de la part des pompiers de votre département. Oui. Et vous racontez votre histoire dans un livre qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon, ça s'appelle La Veilleuse. Alors, La Veilleuse, c'est un surnom qu'on donne. C'est souvent comme ça que les personnes handicapées nous appellent. En fait, je fais souvent des remplacements dans des établissements comme des foyers occupationnels ou des foyers d'accueil médicalisés et que je revienne de jour ou que je revienne de nuit, on m'appelle la veilleuse parce que j'ai travaillé de nuit. Voilà, c'est celles ce sont les petites lumières dans la nuit en fait. C'est ça. Les veilleuses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une veilleuse d'ailleurs. Je le suis de temps en temps, D'accord. encore. J'ai J'ai du mal à couper avec ce métier-là. On va en parler de ce métier, qui est un métier qui est d'abord très mal connu, celui d'aide-soignante. Et il y a une vérité que vous souhaitez rétablir dans votre livre sur votre profession. Et peut-être que nous, de l'autre côté de la barrière, on a du mal à croire, parce que vous dites que c'est un métier qui est dévalorisé par la société, c'est que les aides-soignantes, elles le sont parce qu'elles l'ont voulu. Oui, elles le sont parce qu'elles l'ont voulu. On ne fait pas un métier avec de l'humain. Sans le vouloir, s'occuper de personnes handicapées, c'est-à-dire rentrer dans l'intimité, s'en occuper du matin au soir, c'est pas une chose anodine. On fait ça parce que vraiment on aime aider les gens. La plupart des gens ne le pensent pas, c'est pas ce qu'ils disent. Enfin... Moi je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, Alors dans votre livre c'est pas très clair. Dans mon livre, c'est pas très clair. Disons que moi, j'ai toujours été la personne à qui on demande des choses parce qu'on sait que je vais dire oui. Et je sais que je suis quelqu'un qui aide sans... Je le fais machinalement. Disons que j'aide du mieux que je peux. Et c'est ma façon d'être. Famille de 9 enfants. Oui. Vous étiez 11 et vous dites, oui voilà, c'est ce que vous dites. Moi j'ai appris dans mon histoire familiale à aider. Ça a commencé par ma grand-mère Zineb. Oui, ma grand-mère était hémiplégique suite à un AVC et du coup très très jeune, donc j'avais une dizaine d'années, je dormais avec elle pour pouvoir la tourner quand elle était fatiguée de rester sur le côté et j'ai fait ça jusqu'à son décès. À ce qui paraît, vous avez son caractère. Oui, à ce qui paraît, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Votre grand-mère, quand votre père lui achète un fauteuil roulant dernier cri, elle le refuse. Oui, parce que c'est quelqu'un qui se débrouille et qui a un fort caractère. Et du coup, se mettre dans un fauteuil roulant, pour elle, c'était se dire qu'elle était handicapée. Malgré qu'elle l'était, elle refusait de se voir comme ça. Ouais. Donc le peu de mobilité qu'elle avait, elle y allait. Elle y allait avec sa canne. Ouais, avec sa canne. On était beaucoup d'enfants en même temps. Quand on se retrouvait chez ma grand-mère, on devait être une trentaine d'enfants parce qu'il y avait aussi mes cousins, cousines. Donc effectivement, ça faisait du bruit. Donc au bout d'un moment, mamie était agacée. Il y a un deuxième exemple de votre histoire familiale que vous racontez. C'est un de vos frères, vous avez 8 ans. Quand il est victime d'un accident de la route. Ouais, il est victime d'un grave accident de la route. Et du coup, il se retrouve dans un fauteuil. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Et là, franchement, je crois que ça a été les pires années de ma vie de voir mon frère comme ça. Ça m'a vraiment marqué. J'ai vu ma mère donner tout pour lui et se plier en 4. Et du coup, ça m'a donné vraiment une leçon de vie. Et vous dites que c'est maman qui l'a sauvé. Oui, c'est maman qui l'a sauvé. Parce que elle a pris soin de lui quand après la rééducation, où ça y est, pour eux, c'était terminé la rééducation. Donc, fallait l'avoir à la maison. Renvoyer à la maison. Voilà, ils l'ont renvoyé à la maison.
Et pour lui, il n'était pas encore guéri, donc elle en a pris soin du mieux qu'elle a pu. Alors dans votre livre, bien sûr, vous faites un voyage dans le temps. Vous revenez 2 ans en arrière, dans cette nuit du 23 février 2018. Quand vous dites raconter l'histoire encore et encore, comment vous êtes? Qu'est-ce que ça vous fait de la raconter de nouveau, cette histoire? C'est quelque chose avec laquelle vous êtes familière? Ça vous embête ça? Disons qu'en fait, ce qui m'embêtait, c'était le côté héroïque. Pour moi, je me voyais pas faire passer cette nuit-là autrement. Il y a un incendie, on sort tout le monde. Pour moi, c'était tellement logique. Le fait qu'on ajoute quelque chose d'héroïque là-dessus, pour moi, c'était juste humain. Le premier qui l'a dit, c'est votre mari. Oui. Sur Snapchat, il a dit « Ma femme est une héroïne ». Oui, c'est vrai. Mais moi, je me voyais pas du tout comme une héroïne. Il vous l'a dit en vrai? Oui, il me l'a dit en vrai. Ouais. Et vous dites que j'ai même pas eu du courage en fait. Non, j'ai pas eu du courage en fait. C'est surtout je pense qu'une grosse montée d'adrénaline et une grosse trouille qui a fait que j'ai réussi à sortir tout le monde. On ne sait jamais comment nous on réagirait face à une catastrophe ou un incident. Vous aviez déjà réfléchi à ça ou pas du tout? Moi, j'y avais réfléchi. En fait, j'ai toujours eu peur des incendies. Et en fait, à chaque fois que j'ai travaillé de nuit, étant donné que j'étais toute seule, je m'imaginais s'il y avait le feu, comment je ferais. Et en fait, je savais déjà comment j'allais faire. Ah oui, donc d'accord, c'est quelque chose que vous anticipez. Ouais. Ça marche qu'au boulot ou ça marche aussi quand vous allez au cinéma, dans l'avion Ça marche qu'au travail. Au travail, parce que pour moi, ces personnes-là, elles ont besoin de moi. Et du coup, j'ai une grosse responsabilité. Et pour moi, étant donné que j'étais responsable, il fallait que... Alors vous étiez toute seule, donc vous faites des nuits depuis des années. Oui. Une nuit, ça commence à quelle heure finalement? 21h et ça finit entre 7h15 et 7h45. D'accord. Dans l'institution de laquelle vous parlez, vous étiez toute seule dans votre bâtiment en fait? Oui. Vous aviez combien de personnes sous votre responsabilité? Ce soir-là, j'en avais 11, mais en temps normal, j'en ai 14. D'accord. Donc, vous racontez cette soirée, vous vous replongez, tout commence à peu près bien. Oui. Alors là, c'était parti pour être très calme, j'avais chaud, tout va bien. Tant que j'ai chaud, ça me va. Je suis une grosse frileuse, donc... vous dites que vous avez chaud, mais par contre, il faisait très très froid dehors. Il faisait très froid, il faisait -9 ce soir-là. Ah ouais. Ouais. Donc vous dites quoi? Je vais me mettre au chaud. C'est bon, tout va bien, tout le monde est couché, tout le monde est parti paisiblement, parce que des fois on a des petites crises quand même. C'est des personnes qui ont des handicaps, mais aussi qui peuvent être psychotiques. Et du coup, là, tout le monde est parti se coucher paisiblement. Ceux que vous appelez les résidents? Oui. On les appelle les résidents parce qu'ils y habitent. C'est pour ça, c'est pas une hospitalisation où on parle de patients. Là, on parle de résidents parce qu'ils y habitent. C'est leur lieu de vie. On appelle ça un FAM, c'est un foyer d'accueil médicalisé. C'est ça. Quel est le profil des résidents qui sont dans un FAM? Ça peut être des personnes autistes, des personnes avec des problèmes de mobilité et des personnes genre trisomiques ou hémiplégiques. 11 personnes. Alors, faut expliquer que en fait, c'est sur. Il y a 2 couloirs. Donc, c'est sur 2 bâtiments, c'est ça? Non, c'est un seul bâtiment qui fait 2 grands couloirs. Qui fait 2 grands couloirs. Ça sera important pour la suite, puisqu'en fait, au moment où se déclenche l'incendie, vous dites que souvent les aides-soignantes, elles souffrent de froid la nuit. Oui, parce que déjà, les bâtiments, ils sont réglés en fonction du sommeil des résidents. Donc, pour le chauffage, ça baisse au niveau au moment de la nuit. Et du coup, s'ajoute ça la fatigue. Ça joue sur... Du coup, on a froid. Vous vous souvenez du moment où retentit l'alarme incendie? Oui, je me suis pas du tout inquiétée. Parce que ça avait déjà sonné plusieurs fois auparavant, parce qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Et moi, quand j'appelle la directrice pour lui dire que... Je l'appelle pour un dysfonctionnement. Je lui dis, j'arrive pas à arrêter l'alarme, ça sonne, je suis pas du tout inquiète à ce moment-là. C'est au moment où je pousse la porte et que je vois les flammes descendre du plafond que
que du coup, je me précipite. Bon, alors à ce moment-là, il se passe quoi ? À ce moment-là, il y a un bout du plafond qui s'effondre, je passe en dessous et je cours pour commencer à sortir les résidents. Sans réfléchir, hein, je le fais vraiment en passant chambre par chambre et je les sors directement par le bout du couloir où il y a une sortie de secours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les résidents viennent de se coucher. Ouais. Qui sont ensuqués par les médicaments. Qui prennent pour et en dormir, plus, il y en a qui sont en fauteuil roulant. Donc il faut les porter, les mettre dans leur fauteuil roulant. S'ajoute ça, il fait très froid, donc je leur mets leur robe de chambre et leurs chaussons. Et parce que vous voulez les habiller. C'est-à-dire que quoi, vous dites vous allez sortir, mais quand même je vous couvre. Ah bah oui, je vais pas les laisser dans le froid. Et je sais que malgré le feu, moi je pense que j'ai pas envie qu'ils tombent malades. Ouais. C'est idiot, mais ouais. Il n'y a pas que ça, vous vouliez sauver l'imprimante. L'imprimante, c'est venu après. C'est après. Une fois que vous aviez sauvé tout le monde, vous avez voulu sauver l'imprimante. L'imprimante qui était neuve et qu'on utilise très très souvent, on en a vraiment besoin. Comme quoi, le cerveau, il est fait bizarrement quand on y pense. Hein. Quand j'y repense après, j'ai dit, mais vraiment n'importe quoi. Comment on les câblait ? Les pompiers, hein, ils m'ont dit, vous savez, nous, on les prend, on les balance. Hein, on fait ça vite. Hein. Des fois, ils se cassent une jambe parce que j'avais fait tomber un résident et je m'en voulais énormément. Et du coup, j'en pleurais parce que j'ai dit, ça se trouve, je lui ai fait mal. Vous êtes sûr qu'il a rien cassé ? Il a rien de cassé. Il me dit, vous savez, s'il a quelque chose de cassé, au moins, on l'a sauvé. Ce qu'on comprend bien à la lecture de votre livre, c'est que finalement, les résidents ne se sont pas tous rendus compte qu'il y avait le feu. Non, parce qu'il y en a qui retournaient se coucher. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de retourner après avoir sorti, je pensais avoir sorti tout le monde, être retournée dans le bâtiment alors qu'il en restait une qui était retournée se coucher. Et il disait, mais qu'est-ce qu'elle a à nous réveiller en pleine nuit, celle-là, quoi ? Ah bah oui, je me suis fait... Pour ceux qui parlaient, je me suis fait engueuler. Comment vous définiriez la panique ? Moi, j'ai pas paniqué sur le coup. C'est après. Vous n'avez pas paniqué, c'est-à-dire qu'au moment où c'est arrivé, c'était quoi ? Comment vous définiriez ce qui s'est passé au moment En fait, je me suis mis en mode automatique, je crois. Il fallait faire vite, sans réfléchir. Je l'ai fait mais vraiment sans réfléchir. Du coup, vous n'avez pas géré la panique, en fait ? Non. C'est après, quand c'est redescendu, ça a été très, très douloureux. Parce que vous avez décompensé après. Alors, il n'y avait pas d'électricité ? Ouais, du coup, les pompiers, ils n'ont pas pu rentrer parce que le portail est électrique. D'accord. Comment vous vous éclairiez, vous, pour circuler dans les bâtiments ? Ah non, mais on développe un sixième sens quand on travaille de nuit. C'est-à-dire que je suis toujours dans le noir. Oui, donc vous savez, vous avez repéré les yeux, vous avez la carte des lieux. Je connais le bâtiment par cœur. Ouais. Les pompiers, ils sont arrivés combien de temps après ? Au moment où j'ai sorti tout le monde, les pompiers sont arrivés, ils ont fini par défoncer le portail. Et là, ils ont commencé à me poser des questions me disant, est-ce que tout le monde est sorti ? Est-ce que tout le monde est sorti ? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il manquait une personne et je suis retournée la chercher. Donc ils étaient là quand j'ai sorti tout le monde. Et ils vous ont laissé la chercher ? Ils ont essayé de me rattraper. Hein. Parce que c'est ça. Pour vite. Ouais. D'accord. Et à un moment donné, il y en a j'ai eu une pompier qui était derrière moi et qui m'a suivi dans la chambre et elle m'a sommé de sortir vite. Et moi, j'étais encore en train de lui mettre sa robe de chambre et elle m'a dit, non, mais là, vous rigolez. Il va falloir peut-être arrêter les conneries, la petite dame. C'est ça qu'elle m'a dit. Bien, tout ça, vous le racontez, hein, c'est un livre haletant parce que dans la première partie, on revit cette folle nuit. Hein. Et on vous suit aller de chambre en chambre, prendre les gens qui résistent, qui sont ensuqués, qui ne veulent pas le laisser habiller. Oui, et puis ils ont leur caractère, donc ils ne veulent pas. Voilà, cette émission que nous dédions à toutes celles qui nous écoutent et à toutes les aides-soignantes, elles sont nombreuses à nous écouter. À travers l'histoire d'Halima Lamali, vous êtes l'aide-soignante qui a sauvé les 11 personnes du feu dans l'incendie. 7 minutes, c'est ce que vous a dit le pompier, c'est ça ? Top chrono ? Non, en fait, j'ai regardé l'heure à laquelle j'avais appelé la directrice et à laquelle j'avais fini, tout simplement.
Et c'est un livre dans lequel vous rendez vraiment hommage à ces aides-soignantes. Vous dites que les aides-soignantes, elles sont tout en bas de l'échelle, tout en bas, au plus près des résidents. C'est vrai. C'est nous qui nous occupons le plus des résidents. On rentre dans leur intimité, on leur parle, on est là au plus près d'eux toute la journée ou toute la nuit. Et c'est vrai que nous, on ne nous considère pas. C'est-à-dire que quand on doit faire des commandes de mobilier, on nous demande très rarement notre avis. Quand il s'agit d'un traitement, c'est l'infirmière qui va être sollicitée ou le médecin et pas les aides-soignantes qui veillent auprès d'eux. J'ai lutté pendant à peu près 2 ans pour avoir un traitement de nuit pour une personne autiste. Et j'étais pas écoutée. J'ai envoyé des tonnes de mails. J'en ai parlé en réunion institutionnelle. Il n'y avait rien à faire pour avoir un traitement de nuit. Alors que la résidente en avait vraiment besoin. Elle était très très agitée, elle ne dormait ni la nuit ni le jour. Je ne sais pas comment elle survivait. Et à ça, elle avait des problèmes cardiaques, donc on me disait qu'elle n'avait pas de traitement de nuit parce qu'elle avait des problèmes cardiaques, alors qu'au bout d'un moment, quand on ne dort pas, je pense que ça doit tirer aussi sur le cœur. Et du coup, j'ai dû faire des recherches pour savoir le pour et le contre et les contradictions. Les contradictions et tout ça, pour pouvoir les présenter au médecin. Et même comme ça, il ne m'a pas écouté. Il a fallu que je l'appelle au milieu de la nuit pour qu'il finisse par réagir. Mais pourquoi quelle analyse vous faites de ça? Que la parole des aides-soignantes, elle n'est pas considérée? Elle n'est pas considérée. Elle n'est pas audible? Après, moi, j'ai un franc-parler. Peut-être que je suis trop brute. C'est ce qu'on m'a reproché plusieurs fois. Hein. Mais qui vous reproche ça? De la direction. Mais bon, en général, c'est vrai que moi, je prends beaucoup les choses à cœur et du coup, au bout d'un moment, ça énerve. C'est-à-dire que vous ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Si vous avez décidé que la petite dame, elle a un traitement, la petite dame, elle aura son traitement. C'est ça. Mais de toutes celles que vous avez rencontrées, de toutes les aides-soignantes que vous avez croisées dans votre parcours, c'est un sentiment qui est partagé chez la profession, que finalement, leur parole, elle n'est pas audible, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Oui, j'en ai souvent discuté avec mes collègues et c'est vrai qu'en général, ils me disent de toute façon, on n'est que l'aide-soignante. Donc, c'est souvent la réponse qu'on a. Ouais. Quel regard, d'après vous, les Français portent-ils sur votre profession? Je ne parle pas des malades, hein, mais des Français qui sont jamais allés à l'hôpital, Comment ils considèrent les aides-soignantes? Quand j'ai sorti le livre, j'ai eu beaucoup de messages, mais c'était souvent des personnes qui avaient quelqu'un à l'hopital ou quelqu'un... Donc, qui sont en contact avec l'institution. Ils sont en contact et qui s'en rendent compte. Mais c'est encore trop loin d'eux, je pense. Tant qu'on n'a pas quelqu'un de malade dans notre famille ou tant qu'on n'est pas amené à être en contact avec ces lieux-là, on ne se rend pas compte. Le 23 février 2018, donc, vous avez sauvé ces 11 personnes d'un incendie et certainement de la mort. À quel moment, si vous l'avez compris, vous êtes dit je leur ai sauvé la vie? Je crois que je ne l'ai jamais dit. Non. Non, je crois que je ne l'ai jamais dit. Et en plus, j'ai un résident, moi, qui... du coup, on m'avait donné quelques jours, donc je suis revenue après, qui m'a dit... Pourquoi t'as mis le feu? Pourquoi t'as mis le feu? Maintenant, on est obligé de déménager. Et je savais pas trop quelle émotion je devais avoir, donc j'ai rigolé, en même temps j'ai pleuré et ça m'avait touchée. C'est quoi le boulot d'une aide-soignante la nuit, par exemple? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde Netflix toute la nuit? Non. On peut regarder Netflix, hein, on fait ce qu'on veut après la nuit, mais il faut qu'on fasse des rondes toutes les 2 heures. Après, au moindre bruit, on doit aller dans les chambres, veiller à ce que leur masque, parce qu'il y en a plusieurs qui vont avoir des masques pour la respiration, veiller à ce que les matelas à air ils fonctionnent bien, les changer pour pas qu'ils soient souillés, parce que
avec les traitements et tout ça, ils peuvent avoir des urines, et les urines, elles sont très acides, donc elles abîment la peau. Veiller à ce qu'ils soient bien installés et veiller à ce que leur sommeil soit le plus paisible possible. Alors, après cette nuit-là, ça s'est pas fini comme ça, parce que vous avez repris votre métier, vous avez sauvé les gens, Oui. et après vous vous êtes redevenue aide-soignante, parce qu'il fallait continuer la nuit. Oui. Ben, ça a été un peu dur, mais en même temps, je ne me voyais pas rentrer chez moi. Il fallait que je veille jusqu'au matin. Pour moi, c'était mon travail, donc il fallait que je finisse ma nuit. C'est-à-dire réinstaller les gens qui n'avaient plus de chambre. Voilà, qui n'avaient plus de chambre, donc il fallait les réinstaller ailleurs, veiller à ce que à faire mon boulot au mieux. Donc c'était d'autant plus difficile parce que ceux qui avaient des matelas à air, il a fallu les mettre sur des matelas normaux. Donc c'est des changements de position, c'est beaucoup de choses. Parce que les matelas à air, ça évite les changements de position. Mais là, on a dû les installer sur des matelas normaux. Vous finissez par rentrer chez vous, et il y a votre fils qui vous pose quand même une bonne question. Ouais. Et j'étais pas dans le politiquement correct. C'est-à-dire que je lui ai dit direct, il m'a dit maman, t'as pensé à nous? Et moi, je lui ai dit non. J'ai dit. Vous n'avez pas pensé à vos enfants en ce moment, disons s'il m'arrive quelque chose? Pas du tout. J'ai pas du tout pensé à moi. Donc penser à mes enfants, c'était loin, encore plus loin. Non, j'ai pensé surtout aux personnes qui étaient avec moi. Et après, vous avez fait une descente, parce que vous êtes rentré chez vous pépère, normal. Alors, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de dormir, j'ai pas réussi. Et je me suis rendu compte qu'il faisait très froid et que je le raconte pas dans le livre, mais en fait, ils avaient pas du coup, leurs manteaux, ils avaient brûlé. Donc, j'avais des manteaux neufs dans mon garage que j'ai récupérés. J'ai été ramenée à personnel. Je me suis dit, je peux pas les laisser comme ça. Donc, j'ai été. Et après, quand je suis revenue, là, j'ai fait le repas pour le soir et je me suis occupée. Et c'est au moment où j'étais en train de préparer le repas que j'ai eu une grosse descente. Et là, je me suis sentie mal et mon mari a eu juste le temps de me rattraper, m'a mis au lit. Et j'ai dormi 16 heures. Qu'est-ce qui a changé dans le regard que les gens portent sur vous, votre famille C'est l'impression que ça change. Mon père, je trouve que il est admiratif. Il est âgé. Mon père, il a 76 ans, et c'est vrai qu'il m'a jamais montré d'émotion. Bon, après, il est de la vieille école. C'est-à-dire quoi, il est de la vieille école? Je pense que c'est les anciens, ils sont comme ça. Et c'est vrai que j'avais vu mon père pleurer. C'est la première fois que Mais il a dit quoi? Qu'il était super fier. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous racontez l'histoire de votre père. Il est venu en France travailler à l'époque où il y avait l'usine Philips. Ouais. À Dreux. C'est ça. Après, il a monté quand même, il a fait les marchés. Oui, il a fait les marchés. Ouais. Vous avez fait les marchés avec lui, moi d'ailleurs. aussi, j'ai travaillé avec lui. J'ai commencé très jeune. À bosser. Qu'est-ce que vous avez appris sur les marchés? Qui fait très froid. Décidément. Non, il fait très froid ou vous êtes très frileuse? Oui, je suis très, très frileuse. Il fait très froid et je me rappelle que mon père me disait: que tu veux faire quand tu seras grande? Je disais: je vais travailler à côté d'un chauffage. C'est tout ce qui m'apporte. Et du coup, j'avais commencé par de la comptabilité. Ouais. Et là, vous êtes confronté au marché du travail. Ouais. C'est et compliqué. Donc très compliqué. Et en plus, j'aime pas être enfermée dans un bureau, avoir personne, à part des chiffres. Et du coup, j'avais envie vraiment d'être infirmière au départ. Et puis, j'ai passé quand même j'ai travaillé en maison de retraite. Et après, j'ai passé le concours d'aide-soignante. Mais ce que vous racontez dans votre livre, c'est que vous auriez voulu être infirmière, mais votre père, dès le départ, vous avez dit non. Ouais. Mon père, vous avez refusé, il avait mis un veto. Oui. Pourquoi votre père avait-il mis un veto Mon père, il m'a toujours vue comme une petite fille fragile. Et d'ailleurs, il me voit comme ça encore. Hein. Et il pense toujours que je suis super fragile. Maintenant, vous êtes une héroïne. Même si je suis une héroïne pour lui, je suis toujours une petite fille fragile. Il faut qu'on me protège. Donc oui, mon père, ça a été très difficile pour lui quand je lui ai dit que je voulais faire ce métier-là. Il m'a dit: non, tu vas avoir trop d'horreur, ça va t'endurcir.
Et du coup, j'ai écouté mon père. Mais pourquoi vous l'avez écouté finalement, si c'est ça que vous vouliez Ah, faire, mais mon père, si c'était votre vocation? Parce que j'ai toujours eu confiance en mon père. Et que s'il me disait ça, c'était pas anodin. Il avait plus de vécu que moi, et pour moi, c'était ça. Et paradoxalement, alors plusieurs années plus tard, il pose la question de savoir pourquoi il n'y a aucun de ses enfants qui travaille dans le secteur médical. Je pense qu'il a Alzheimer. Et c'est là que finalement vous allez vous pousser la porte de Pôle emploi et que vous faites la formation d'aide-soignante. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui changer d'avis? Je sais pas. On est assis comme ça, on boit le café et puis d'un coup il lance ça comme une bouteille à la mer et je me suis dit s'il a dit ça, je vais y aller. Aide-soignante, c'est un métier dur, ingrat, mal payé, mal considéré. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? De toute façon, quand je choisis ce métier-là, c'est pas pour la paye. Ça, c'est sûr. C'est payé combien une aide-soignante? En début de carrière, 1 300 €. D'accord. Net. Et vous dites que alors il y a un système qui vous pousse à enchaîner les vacations. C'est ça aussi qui peut être tuant. Disons que dans ce métier-là, par contre, on ne cherche pas de travail. Ça, c'est sûr. C'est même... j'ai jamais cherché de travail. C'est du bouche à oreille. J'ai commencé à faire des vacations parce que une infirmière qui travaillait dans cet établissement a dit... une chef de service a dit à l'infirmière, oui, je cherche des aides-soignantes pour me faire des remplacements. Et elle aussi, elle avait sa fille qui était aide-soignante, donc elle l'a dit à sa fille travaillait avec moi, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est vraiment particulier. On nous appelle, on ne sait pas qui nous appelle. C'est-à-dire que c'est un petit milieu où on se refile les numéros de téléphone des unes et des autres, c'est ça que ça veut dire? Les bonnes aides-soignantes, en général, elles ne cherchent pas de travail. J'ai jamais cherché de travail. C'est-à-dire que j'ai quitté l'hôpital de Dreux, je suis partie directement à la maison d'accueil spécialisée et ça a été comme ça des enchaînements sans vraiment chercher de travail. Alors il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que justement on manque de bras et donc finalement beaucoup de personnes qui n'ont pas demandé forcément à faire ce métier se retrouvent à le faire. Ouais, mais ça c'est bien dommage parce que faut vraiment prendre ça, en conscience. Vous le constatez ou pas, ça, sur le terrain, qu'il y a des gens fois, oui. qu'on a un peu forcé, à qui on a forcé la main? Oui, mais en général, ces personnes-là, elles ne durent pas. On ne peut pas tenir si on n'a pas la vocation. Elles vont rester quelques années, mais après, elles vont pas durer. Ou alors, elles vont vraiment finir par avoir cette vocation. Mais c'est très rare que ces personnes-là durent. On ne peut pas faire ça juste... ça ne peut pas être juste un métier pour l'argent. C'est pas possible. Pour gagner sa vie, c'est ça. On ne peut pas faire ça que pour gagner sa vie. Non, ça ne peut pas être alimentaire, c'est sûr. C'est-à-dire que sur la durée, ça ne tient pas? Non. Voilà, une héroïne que je reçois aujourd'hui, c'est Halima Lamali. Elle a sauvé 11 personnes dans un instant de vie. C'était le 23 février 2018. Et elle raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle La Veilleuse, chez Michel Lafon. Mais on voit que vous avez quand même une personnalité bien trempée. Vous avez commencé à travailler très très tôt. Vous avez travaillé à l'usine, vous travaillez sur les marchés. Vous avez passé votre bac en candidat libre. Vous avez une mention bien. Oui. Vous n'êtes pas quelqu'un qui lâche l'affaire, hein? Non. Non, parce que j'estime que la vie, c'est fait d'obstacles et qu'il faut se surpasser et les dépasser. Enfin, il y a quand même un moment, écrivez-vous dans le livre, où vous décidez de devenir une fille bien. C'est à 14 ans. Oui. Avant, vous étiez comment? Avant, j'étais une vraie terreur. Et en plus, j'ai une sœur jumelle, du coup, on faisait quand même les 400 coups, toutes les deux, on était vraiment durs. À 14 ans, on dit c'est fini. C'est fini, je me calme. Vous pouvez compter sur moi. Oui, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Alors, votre première expérience que vous le faites un remplacement d'été. Oui. Vous arrivez dans une maison pour personnes âgées. Oui, et ça a failli d'ailleurs me couper la vocation. Parce que franchement, c'était vraiment dur. Sans formation, sans rien quand même. Vous dites que finalement, du jour au lendemain, on vous a dit hey, tu étais libre, là, tu veux du boulot, on en a pour toi. Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça. D'ailleurs, c'est une amie d'enfance qui me propose le boulot. Elle est aide-soignante, elle aussi, depuis plusieurs années. Et elle me dit tu cherches du travail, viens travailler avec moi.
Là, vous êtes confronté à quoi finalement? Parce que vous racontez votre première journée dans une maison de retraite. Hein. Dans une maison de retraite avec des vieux bâtiments, on rentre, il y a une odeur horrible. Où on sent vraiment l'odeur de l'urine. On se demande si ça a déjà été aéré à un moment. Tout est délabré. Et des gens, des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer et qui sont très très agitées, violentes parfois. Et à côté de ça, un sentiment d'abandon de ces personnes qu'on se prend en pleine face. C'est vraiment difficile. Et je me remémore ma grand-mère, je me dis mais c'est pas possible qu'on fasse ça à des personnes âgées. Au début c'est très dur et j'ai failli abandonner plusieurs fois. Le premier jour, votre binôme vous dit tiens, j'ai du travail pour toi, il y a 16 toilettes. Oui. Elle m'a arnaqué. Et du coup je galère à faire les 16 toilettes parce qu'il faut finir avant midi. Et en fait je me rends compte qu'en faisant le décompte, on aurait dû en avoir 11 chacune. Ouais. Et là, vous êtes confronté à des choses qu'on imagine de ce métier. C'est la nudité des corps, les corps qui ont vieilli, vous voyez, les corps qui sont abîmés par la vie. Ouais, vous aviez jamais été confronté à ça? Non, j'avais jamais été confrontée à ça. Même quand je me suis occupée de ma grand-mère, sa toilette, je lui faisais pas. Donc elle se débrouillait toute seule encore, malgré son handicap. Et du coup, c'est vraiment la première fois que je vois une autre personne nue, quoi. Et c'est difficile, ouais. Il a fallu vous débrouiller, quoi. Ouais, il a fallu se débrouiller, il a fallu travailler avec très peu de moyens, parce qu'on m'explique que c'est 2 gants par résident et pas 4. Un pour le haut, un pour le bas. Bon. Voilà, c'est ça. Que c'est une serviette et pas 2. C'est que qu'il faut leur laver les cheveux dans leur lit. On fait que ça comment? Je sais pas. Et c'est vrai que j'ai tout découvert par moi-même. On vous a pas donné les clés? Non. D'ailleurs, vous dites que pour être aide-soignante, il y a 2 écoles. Hein. Il y a l'école de la vie et l'école pour apprendre. C'est ça. C'est laquelle la plus... L'école de la vie, je pense que c'est celle où on apprend le plus. Il y a un épisode avec une dame qui souffre d'Alzheimer, mais quand même qui avait du bon sens, hein, puisque c'est elle qui vous apprend que vous êtes enceinte de votre 2e fille. C'est quand même flippant, cette histoire. Je me suis dit, c'est pas possible, cette dame, elle est possédée. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle n'arrêtait pas d'essayer de me taper au ventre. Mais je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous n'êtes pas comme ça d'habitude. Et pourquoi vous voulez me taper absolument? Elle me dit, t'es une sorcière. Et sur ça, je passe le relais à ma collègue parce que vraiment, j'y arrivais pas. Et en rentrant, je passe à la pharmacie et j'achète un test de grossesse. C'est QFD. Voilà. Vous avez travaillé avec des personnes âgées, vous avez travaillé avec des personnes en situation de handicap, comme on dit aujourd'hui. Et vous dites que finalement, ce sont toutes ces personnes que la société a décidé de mettre de côté, que la société cache. Oui, c'est vrai. Quand on regarde, il y a très peu d'établissements qui sont en plein centre-ville, ou ils sont toujours en périphérie des villes, souvent à la campagne. Oui, bien sûr qu'on les cache. Ça a toujours été, ça a toujours existé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça? Peut-être vous croyez qu'il faudrait plus confronter les sociétés à la différence? Ben oui, je pense qu'il faut plus les confronter parce que je crois que le nombre déjà d'autistes a augmenté. Et je pense que ces personnes-là, ils ont besoin de vivre autant que nous. Donc il n'y a pas de raison de les cacher. Et puis ça porte beaucoup, je pense. Moi, je sais que je suis restée avec un résident juste avant l'incendie, qui se couchait plus tard que les autres. Quand je restais assis à côté de lui, il me racontait tellement de choses. Il connaissait tellement de dates d'histoire que j'ai appris plus avec lui qu'à l'école.
Et pourtant, il était autiste. Et alors, dans le règlement des assistantes sociales, il y a pas on ne peut pas tutoyer le résident. On ne peut pas le tutoyer, c'est le règlement. Après, y a très peu d'aides-soignantes qui l'appliquent. Qui l'appliquent. Bien sûr que non, au bout d'un moment, même le résident ne va pas comprendre. Vous avez fini par la faire, cette école d'aide-soignante, et vous dites que finalement, la formation aujourd'hui, elle est décalée, inadaptée. Inadaptée, pourquoi aujourd'hui elle est trop éloignée de la réalité? Oui, je pense qu'elle est trop éloignée. Quand on nous dit qu'il faut faire une toilette en 20 minutes, que j'arrive en maison de retraite et qu'on me dit aujourd'hui, vous avez ce couloir-là à faire, et quand on fait le décompte, il y a 20 toilettes. Si on fait 20 minutes par toilette, ça fait déjà jusqu'à 15 heures. Alors qu'il faut avoir fini avant midi pour qu'ils puissent déjeuner. C'est quoi? C'est un manque de moyens qu'il y a? C'est l'administration qui ne veut pas comprendre que ça ne peut pas être comme ça? C'est quoi? Après, ça dépend des établissements. Moi, j'ai vu des établissements où ils avaient totalement les moyens, mais qui répartissaient mal les budgets. Et j'ai vu par contre des établissements qui n'avaient pas du tout les moyens. Donc après, je pense qu'il y a aussi une guerre de pouvoir qui fait que ça ne fonctionne pas. Tout dépend de la direction. Alors vous êtes solidaire dans ce métier. Il y a une rencontre et quelqu'un à qui vous rendez hommage, une rencontre qui change votre vie, elle s'appelle Aïssata. Oui. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie? Elle a changé ma façon de voir les résidents. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'étais pas formée, j'étais pas du tout du métier, j'avais jamais fait ça. Et je fais ça pendant 15 jours et je le faisais vraiment machinalement. Et un jour, alors que une dame me dit je veux aller à la gare, moi je lui réponds je n'ai pas le permis. Sans lui demander pourquoi elle veut aller à la gare. Et là-dessus, Aïssata passe et puis m'entend lui dire je n'ai pas le permis. Et puis quand je sors de la chambre, elle me dit est-ce que tu lui as demandé pourquoi elle veut aller à la gare? Et je lui dis, et je prends un temps de réflexion et je lui dis non, c'est vrai, je lui ai pas demandé. Elle me dit je sais pas, tu te poses pas la question. Elle me dit, tu m'aurais dit, je t'aurais dit je vais aller à la gare, tu m'aurais dit pourquoi? Tu vas où? Tu m'aurais dit au moins tu vas où? Et j'attends le lendemain et je refais la toilette de la dame et elle me demande d'aller à la gare. Et là, je lui dis, mais pourquoi vous voulez aller à la gare? Et elle me dit, pour me jeter sous un train. Là, j'ai le souffle coupé. Et je dis, je suis choquée en fait, parce que je m'attendais pas du tout à cette réponse. Je pensais qu'elle voulait juste regarder les trains passer ou... Et elle me dit, mon frère s'est jeté sous un train et aujourd'hui, il est tranquille. Donc, on se le prend en pleine face. Du coup, je prends un temps avec elle et c'est ça qu'elle a changé à Aïssata. C'est qu'en faisant juste cette phrase, elle m'a dit, prends le temps au moins de les écouter. C'est pour ça que vous dites que c'est un métier pour maman? Oui. C'est vrai que c'est un métier pour maman. C'est un métier de maman. C'est pas un métier pour maman. Toutes les mamans, je pense pas qu'elles le feraient, mais je pense que quand on est maman, c'est plus facile. Disons que c'est un instinct maternel qui fait que on fait attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait parce que c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez votre notoriété, vous sortez un livre, vous allez avoir des tribunes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités de tutelle pour que ça fonctionne mieux le système? Puisque de toute façon, on ira tous un jour à l'hôpital, on sera tous un jour vieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne mieux? Il faudrait plus de personnel déjà. Il faudrait que... Mais on nous dit qu'il n'y a plus de personnel. On dit qu'il y a une crise du recrutement, qu'on n'arrive pas à... Il y a une crise de recrutement parce que personne ne veut travailler dans des services où ils sont une cinquantaine ou une soixantaine et qu'on n'est que deux. Moi, j'ai travaillé dans des établissements où on me disait vous allez faire la nuit, il y a 70 résidents, vous êtes deux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de souffler. On n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de répondre à toutes les plaintes.
qu'on rentre chez nous, on est épuisé, pas seulement parce qu'on a travaillé la nuit, mais parce qu'on a mal fait notre boulot. Donc oui, aujourd'hui, il faut plus de personnel, il faut donner envie de refaire ce métier, c'est important. C'est important parce que tout le monde en aura besoin un jour. Il faut aussi des moyens matériels. Et on ne peut pas acheter des canapés qui sont le moins chers possible et espérer qu'ils tiennent pendant 10 ans. Oui, avec un usage intensif. Ouais. Bien sûr, c'est des résidents, c'est des autistes. Souvent, ils sautent sur les canapés. Et encore, quand ils peuvent s'asseoir dessus parce que l'assise n'est pas trop petite. Qu'est-ce que vous aimez, vous, de ce métier, finalement ? Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que je préfère ? C'est souvent discuter, avoir un sourire, leur apporter un peu de joie de vivre. Alors, votre livre, Halima, s'appelle La Veilleuse, aux éditions Michel Lafon. Voilà, vous racontez cette histoire. Quand vous vous retournez, qu'est-ce que vous voyez dans le rétroviseur ? Ça vous paraît loin ? C'est vous ? Non, c'est moi. C'est vous. Ça vous ressemble ? Oui. Merci d'avoir été l'invité de Beurre FM aujourd'hui.